le monde connaît Charles de Gaulle. Sa silhouette, sa voix, ses appels à la radio, mais presque personne ne se souvient de l'homme qui, pendant quelques semaines, a tenu entre ses mains un projet capable de transformer l'Europe plus radicalement que le général lui-même. Cet homme, discret, méthodique, presque invisible, c'est René Pleven. Et pourtant, sans lui, la France libre à Londres n'aurait peut-être jamais tenu. Et l'idée même d'une Europe unie par la défense aurait pu mourir avant de naître. Imaginez un gamin breton, timide, qui regarde les cartes d'Europe accrochées au mur d'une salle de classe sombre, sans savoir qu'un jour, il discutera d'égal à égal avec Churchill et de Gaulle. Rien, absolument rien, dans la naissance de René Pleven, ce 15 avril 1901 à Rennes, ne le destine à se retrouver au cœur de la tempête mondiale. Il est le fils d'un fonctionnaire de l'administration des finances, élevé dans une France encore marquée par la défaite de 1870, nourri d'un seul mot, revanche. Mais lui ne rêve pas de revanche. Il rêve, d'ailleurs. À Rennes, la pluie frappe régulièrement les vitres, les rues sont étroites, les façades grises. Le jeune René, lui, remplit des carnets de notes sur tout ce qu'il lit. Géographie, commerce, droit. Ce n'est pas un orateur né, ce n'est pas un meneur de cours de récréation. C'est un observateur silencieux, un calculateur, dira plus tard un de ses camarades, un de ces garçons qu'on ne remarque pas, jusqu'au jour où l'on s'aperçoit qu'ils ont tout compris avant tout le monde. Très tôt, il comprend une chose cruciale. Paris décide, la province obéit. Et il déteste ça. En arrivant à Paris pour ses études de droit et de sciences politiques, il découvre une capitale arrogante, sûre d'elle, qui regarde la Bretagne comme un bout du monde. Il serre les dents et travaille 2 fois plus que les autres. Dans les amphithéâtres, les grands noms de la République défilent. Il parle de souveraineté nationale, de prestige de la France, de frontières. Mais dans la tête du jeune Pleven, déjà, une autre idée se dessine. La puissance ne vient plus seulement des frontières. Elle vient des réseaux, des échanges, des alliances. Diplômé, il aurait pu devenir l'avocat respectable d'une bourgeoisie provinciale. Au lieu de ça, il fait un choix déroutant pour l'époque. Il part. Il entre dans une compagnie téléphonique internationale et sillonne l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. Loin des ministères parisiens, il découvre des ports brûlants, des capitales coloniales, des usines improvisées au milieu de la brousse et des lignes téléphoniques qui relient entre eux des continents entiers. Un soir, à Dakar, alors qu'il observe les câbles s'entremêler dans une salle technique étouffante, une intuition le frappe. Demain. Et le pouvoir appartiendra à ceux qui contrôlent les connexions. Pas seulement les territoires, mais les liens entre les territoires. Ce n'est pas encore l'Internet, ce n'est même pas la télévision, mais c'est déjà le monde des réseaux. Et au milieu de ces câbles qui grésillent, René Pleven comprend que la France ne pourra plus jamais se contenter d'être seule. Pourtant, lorsqu'il rentre en France à la fin des années 30, la République a les yeux rivés sur autre chose. La crise, le chômage, la montée des extrêmes, Hitler qui hurle ses discours au micro à quelques centaines de kilomètres seulement, René Pleven retrouve un pays à bout de souffle, accroché à ses vieilles certitudes. On parle de la ligne Maginot comme d'un mur invincible. On répète que l'armée française est la meilleure du monde. Lui, qui a vu l'Allemagne industrielle se transformer, sait que ce sont des illusions dangereuses. En septembre 1939, la guerre éclate. On le rappelle, il est mobilisé, affecté comme officier. Ce n'est pas un héros de tranchée, ce n'est pas un sabre au clair. C'est un stratège discret, un homme des chiffres et des flux, dans une armée qui ne comprend pas encore que cette guerre ne se gagnera. Ni à la baïonnette, ni à la seule artillerie lourde. Puis c'est l'effondrement. Mai-juin 1940. Les routes se remplissent de familles épuisées, de poussettes, de valises mal ficelées, de matelas ficelés sur des charrettes. Les colonnes allemandes avancent comme une machine froide. La meilleure armée du monde recule en panique. Dans ce désastre, une question s'abat sur chaque officier, chaque fonctionnaire, chaque élu. Rester ou partir? Accepter l'armistice du maréchal Pétain ou tout risquer pour continuer le combat ailleurs? Pour René Pleven, cette question ne reste pas théorique. Un soir de juin 1940, dans une pièce mal éclairée, un ami lui glisse un message. « Il y a un bateau pour l'Angleterre. Demain. C'est peut-être le dernier. Si tu veux continuer la guerre, c'est maintenant. Après, ce sera trop tard. » Il a moins de 24 heures pour décider
24 heures pour renoncer à sa carrière, à sa sécurité, à tout ce qu'il a construit. 24 heures pour choisir entre la France vaincue et l'inconnu. Cette nuit-là, il ne dort presque pas. Les fenêtres sont calfeutrées, mais il entend au loin le grondement sourd des avions. Dans sa mémoire défilent les salles techniques de Dakar, les câbles, les voies qui traversent les océans. La France peut être occupée, mais si les connexions survivent, alors quelque chose de la France peut survivre aussi. Au petit matin, son choix est fait, il part. La traversée vers l'Angleterre n'a rien d'héroïque au sens hollywoodien. Ce n'est pas une grande évasion cinématographique, c'est une fuite tendue, silencieuse, où chaque coup de projecteur allemand sur la mer peut signifier la fin. Les passagers se taisent. Personne ne sait si, à l'arrivée, on les considérera comme des traîtres ou comme des patriotes. Lorsqu'ils posent enfin le pied sur le sol britannique, Londres n'est pas encore en flammes, mais le danger est partout. Les sirènes d'alerte scandent les nuits, les sacs de sable s'empilent devant les bâtiments officiels, les vitres sont recouvertes de rubans adhésifs pour éviter qu'elles n'explosent trop violemment sous la pression des bombes. Et au milieu de ce chaos organisé, un homme se dresse déjà, seul, raide, déterminé, Charles de Gaulle. C'est là que commence le véritable conflit de la vie de René Pleven. Pas sur un champ de bataille, pas dans une salle de marché, mais dans un réseau de couloirs étroits, remplis de fumée de cigarettes, un Carlton Gardens, quartier général de la France libre. Il rencontre enfin le général. De Gaulle domine physiquement la pièce, la voix grave, le verbe tranchant. Il parle de grandeur, de légitimité, de France éternelle. Pleven, plus petit, plus contenu, écoute, observe. Dès les premières minutes, une tension étrange s'installe. Admiration, oui, mais aussi divergence. De Gaulle pense en termes de destin national, de symbole, de verticalité du pouvoir. Pleven pense en termes de système, de finances, de réseaux internationaux. Ils ont besoin l'un de l'autre, mais derrière les poignées de main et les déclarations solennelles, un autre récit se met en place, celui d'un affrontement silencieux entre deux visions de la France. L'une, gaulienne, fondée sur le chef, le mythe et l'appel au peuple. L'autre, plevenienne, méfiante envers les hommes providentiels, tournée vers les alliances, les assemblées, l'Europe. De Gaulle n'a pas le choix. Il a besoin d'hommes compétents et Pleven l'est. Très vite, l'ancien jeune cadre des télécoms devient, à Londres, l'un des architectes de la France libre dans l'ombre. On lui confie des dossiers économiques, financiers, des missions de représentation auprès des alliés. Sous les bombardements, pendant que les plafonds tremblent et que la poussière tombe des moulures, il négocie des crédits, des livraisons, de matériel, des reconnaissances politiques. Une nuit, alors que les sirènes hurlent à nouveau, il descend dans l'abri avec quelques collaborateurs. L'un d'eux, tremblant, lui demande « Vous croyez vraiment que ça sert à quelque chose, tout ça? Que la France libre ne va pas s'écrouler demain si les Anglais craquent ?» Pleven répond sans hausser la voix. Tant qu'il y aura un téléphone qui sonne quelque part pour nous, tant qu'un interlocuteur répondra, nous existerons. La guerre se joue aussi dans les bureaux, ce n'est pas une phrase héroïque. C'est une doctrine, mais cette montée en puissance de René Pleven a un prix. Dans le petit cénacle de la France libre, les jalousies s'aiguisent, les ambitions se frottent les unes aux autres, comme des lames. Et surtout, à mesure que Pleven gagne la confiance des Britanniques et des Américains, il devient, aux yeux de certains, un homme, potentiellement dangereux. Pas dangereux pour la France, mais dangereux pour l'autorité absolue de Gaulle. Le général, lui, voit tout, sent tout. Il comprend que ce petit Breton discret est en train de se transformer en pivot. Celui qui parle la langue des financiers, des diplomates, des techniciens, là où lui incarne le verbe et le drapeau, Pleven incarne les chiffres et les câbles, deux forces complémentaires ou rivales. Au fil des mois, une forme de duel silencieux se met en place. De Gaulle veut concentrer le pouvoir politique et symbolique. Pleven, lui, s'efforce d'inscrire la France libre dans un système d'alliance qui la dépasse. Il discute avec les Britanniques comme avec des partenaires, parfois même comme avec des égaux. Certains soirs, dans son bureau étroit de Londres, il se demande jusqu'où il peut aller sans provoquer la colère du général. Jusqu'où il peut pousser l'idée qui commence à l'obséder. Après la guerre, si la France se contente de retrouver ses frontières et ses vieux réflexes, elle sera de nouveau balayée. Il faudra une autre structure, une Europe organisée,
une défense commune. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, le temps joue contre eux. Chaque semaine, les informations remontent du continent occupé. Rafles, exécutions, collaborations qui s'organisent, chaque jour qui passe sans que la France libre ne gagne du poids politique est un jour perdu. Il y a une horloge invisible qui tourne partout à Londres. Si, au moment de la victoire, De Gaulle et ses hommes n'ont pas réussi à imposer leur légitimité, d'autres prendront leur place. Vichistes recyclés, technocrates prudents, nouveaux venus. Pour René Pleven, cette urgence se traduit en chiffres, en tableaux, en rapports. Il calcule combien de temps la France libre peut tenir financièrement, quels crédits il faut obtenir, quelles promesses arracher. À Londres et à Washington seront décisives plus tard. Là où les mémoires retiendront les grandes phrases de Gaulle, son travail à lui laisse peu d'images spectaculaires. C'est un enchaînement de notes, de télégrammes, de réunions dans des pièces enfumées, de signatures arrachées à minuit 15, quand tout le monde est épuisé. Et pourtant, si l'on pouvait remonter le temps et couper soudain toutes ces connexions patientes, annuler ses rendez-vous, effacer ses lettres, supprimer ses financements, la silhouette du général sur le balcon de l'hôtel de ville en 1944 paraîtrait soudain beaucoup plus floue. C'est aussi à Londres que se joue un autre élément décisif de la trajectoire de Pleven, sa perception des futurs rapports de force. Il voit le Royaume-Uni, l'URSS, les États-Unis prendre une dimension gigantesque. Il comprend que la France, même victorieuse, même glorieuse, sera numériquement trop petite pour résister seule à la pression de ces blocs. L'idée d'une Europe organisée, à la fois politique, économique et militaire, continue de se frayer un chemin en lui, comme une obsession silencieuse. Mais comment parler d'Europe à un homme comme De Gaulle, en pleine guerre, alors que chaque discours doit exalter la nation, la patrie, le drapeau? Là encore, le conflit affleure. Pleven prépare déjà l'après, le temps long, la structure. De Gaulle veut d'abord sauver l'essentiel, la souveraineté française, quitte à se méfier de tout ce qui ressemble à un partage de cette souveraineté, à la libération, quand Paris se soulève, lorsque les chars américains et les blindés de la 2e DB entrent dans la capitale, le duel, latent entre les deux hommes, s'apprête à changer d'échelle. De Gaulle revient en France sous les vivats, figure quasi mythologique, incarnation de la résistance victorieuse. René Pleven, lui, revient avec des dossiers, des contacts, une réputation d'homme sérieux chez les Alliés. Il n'a pas de foule qui crie son nom, mais il a quelque chose que De Gaulle ne maîtrise pas totalement, l'art de faire fonctionner une machine politique et économique. Complexe dans un monde désormais bipolaire, le compte à rebours, qui durant la guerre avait été celui de la survie de la France libre, se transforme. Il devient celui d'une autre course. Combien de temps la France mettra-t-elle à se reconstruire, à se doter d'institutions stables, avant d'être écrasée par la guerre froide, la décolonisation, les rivalités entre grandes puissances? Et, au cœur de cette nouvelle course, deux visions vont désormais s'affronter de plus en plus frontalement, celle du général et celle du discret breton aux yeux clairs, René Pleven. À l'été 1944, Paris acclame Charles de Gaulle comme un roi revenu d'exil. Les foules hurlent son nom, les drapeaux flottent, les balcons débordent de monde. Et, dans les étages poussiéreux d'un ministère à moitié dévasté, un homme s'enferme avec des colonnes de chiffres, des demandes de charbon, des tableaux de rationnement. Ce n'est pas lui qui traverse la Seine debout dans un char. Mais dans moins de 5 ans, ce ne sera pas le général, mais ce breton discret, René Pleven, à qui l'on dira à voix basse « Vous devez prendre la tête du gouvernement. Et si vous échouez, cette république peut s'effondrer. » Au lendemain de la Libération, la France est un champ de ruines. Villes éventrées, ponts dynamités, voies ferrées arrachées, 900 000 logements détruits ou inhabitables. Dans les rues de Paris, les vitrines sont encore fracassées, les façades criblées d'éclats, les cartes de rationnement continuent de régner sur les cuisines. Du pain, un peu de viande, parfois du café de mauvaise qualité. La victoire n'a pas le goût de la fête, mais celui du manque. Dans ce décor, De Gaulle forme le gouvernement provisoire de la République française. Il lui faut des hommes qui connaissent les coulisses de l'économie, les rouages invisibles de la finance, les réseaux internationaux. C'est là que René Pleven réapparaît, sans fanfare, presque en fraude dans l'histoire officielle. On lui confie les finances, l'économie, la reconstruction.
les dossiers les plus ingrats, les moins spectaculaires, mais les plus explosifs. Dans son bureau encore décoré de lourds rideaux. Troisième République, il découvre des rapports affolants, les réserves de charbon fondent, la production sidérurgique s'effondre, la monnaie vacille, la faim rôde dans certains quartiers ouvriers. Alors que le général sillonne le pays pour rétablir l'autorité de l'État, Pleven passe des nuits entières à éplucher des tableaux. Combien de wagons de charbon pour les aciéries de Lorraine? Combien de tonnes de blé à importer des États-Unis alors que le pays n'a presque plus de devises? Combien de temps avant que la population, déjà épuisée par 4 ans d'occupation, n'explose de colère si les promesses de jours meilleurs tardent trop? Le compte à rebours reprend. Pendant la guerre, l'urgence, c'était la survie de la France libre. Désormais, l'urgence, c'est la survie de la République retrouvée. Si la misère s'installe, si le chaos économique triomphe, les extrêmes, communistes d'un côté, réactionnaires de l'autre, balayeront tout. Pleven, fidèle à son instinct de technicien du réseau, comprend très vite une chose. La France ne se relèvera pas seule. Elle a besoin d'alliances, d'aide, de crédit. Et, surtout, elle a besoin de parler le langage des Américains, des Britanniques, de ceux qui, désormais, tiennent les cordons de la bourse mondiale. Dans les salons feutrés des ambassades, il renoue avec les interlocuteurs croisés à Londres pendant la guerre. Il négocie des avancées de fonds, des livraisons de blé, des locomotives, des pièces détachées. Tandis que les journaux français glorifient les grandes décisions politiques, il se bat pour obtenir du charbon, encore du charbon, toujours du charbon. Sans énergie, pas de reconstruction. Sans reconstruction, pas de république, répète-t-il comme un mantra. Mais derrière ces efforts, un autre conflit couve. De Gaulle veut refonder les institutions, se méfie des partis, rêve d'un État fort, vertical, presque monarchique dans sa structure. Pleven, lui, a retenu une autre leçon de Londres. Un homme seul, même charismatique, ne peut pas tout. Il croit au contre-pouvoir, aux assemblées, au compromis, ce mot que le général prononce comme une injure. Autour de la table du Conseil des ministres, l'atmosphère est parfois glaciale. De Gaulle expose d'une voix grave « La France doit se doter d'institutions qui mettent le pouvoir à l'abri des combinaisons de couloirs. » Pleven, les mains croisées, réplique calmement « Mon général, sans parti, sans parlement réel, vous n'aurez que l'obéissance, pas l'adhésion. » Et, sans adhésion, les sacrifices économiques que nous devons imposer seront intenables. Deux visions, deux logiques. L'une, verticale, héroïque, solitaire. L'autre, horizontale, feutrée, collégiale. Pour l'instant, elles cohabitent. Mais pour combien de temps? En 1945, la libération ne se termine pas par une simple fête. Elle se termine dans des bureaux de vote. La France doit choisir une assemblée constituante, écrire une nouvelle constitution. René Pleven, lui, prend un virage décisif. Il se présente aux élections dans les Côtes du Nord, cette Bretagne rugueuse qu'il connaît par cœur. Les réunions publiques ont lieu dans des salles froides, mal éclairées. On y parle de rationnement, de prix, de logements à reconstruire, bien plus que de grandes envolées patriotiques. Sur des estrades de fortune, Pleven n'est pas un tribun. Il n'a ni la voix tonitruante, ni les gestes majestueux. Mais il a autre chose, des réponses chiffrées, des plans, des projections, et cette capacité rare à expliquer l'invisible, l'économie, dans des mots simples. Les paysans bretons, les ouvriers des petites usines du coin, l'écoutent, dubitatifs, puis hochant la tête, ils ne sortiront pas de la misère avec des slogans, pense-t-il. Ils ont besoin de quelqu'un qui sache aller mendier et négocier à Paris, à Londres, à Washington. René Pleven est élu. Le discret technicien de Londres devient député de la nation. À Paris, l'ambiance change. La guerre est finie. De Gaulle n'est plus seulement le chef de la France libre, il devient une figure politique parmi d'autres, même si son aura est incomparable. Entre lui et les partis, la tension monte. Il méprise ses formations éclatées, ses combinaisons, ses tours de main parlementaires. Eux craignent sa popularité, son mépris affiché pour leur jeu. Au cœur de cet affrontement qui se prépare, Pleven doit choisir suivre le général dans son projet institutionnel fort, au risque de voir renaître une forme de pouvoir personnel, ou s'enraciner dans le monde des partis, ce monde honni par De Gaulle pour tenter de l'apprivoiser de l'intérieur. Le choix se fait par étapes, mais un moment charnière bascule tout.
Janvier 1946. De Gaulle, exaspéré par les résistances des partis et l'orientation de la future constitution, claque la porte du pouvoir. Son discours est cinglant, son départ, théâtral. Le pays retient son souffle. Va-t-il appeler à descendre dans la rue, renverser la table, balayer l'Assemblée? Dans ce moment de flottement, certains proches imaginent que Pleven, compagnon de la première heure, pourrait suivre le général, démissionner, se placer dans son ombre pour préparer le retour, mais il ne le fait pas. Il reste, ce geste silencieux, presque invisible dans le tumulte, trace une ligne. Désormais, René Pleven ne sera plus l'homme discret dans l'ombre du héros. Il sera, tôt ou tard, son concurrent. Il participe à la fondation d'un nouveau parti, l'Union démocratique et socialiste de la résistance, l'UDSR. Un rassemblement de résistants non communistes, républicains, attachés aux libertés publiques autant qu'à la justice sociale. Parmi eux, un jeune ambitieux, au sourire déjà calculateur, François Mitterrand. Entre ces hommes se tisse un réseau qui va compter. Pleven n'a pas de foule, mais il a désormais une formation, des relais locaux, un poids dans les négociations. La 4e République naît dans le bruit et la poussière. Coupure d'électricité, grève, émeutes parfois, mais aussi espoir, débat. Enflammés, journaux foisonnants. Les gouvernements se succèdent à un rythme affolant. Quelques mois, parfois quelques semaines à peine, avant de tomber sur un vote, une abstention, une mauvaise phrase. Dans cet univers de sable mouvant, De Gaulle choisit l'arme du dehors. En 1947, il crée le Rassemblement du peuple français, le RPF, un parti de masse, organisé comme une armée politique, conçu pour faire pression sur les gouvernements sans y participer. Le slogan est clair, assez du régime des partis. De Gaulle au pouvoir. Le choc est brutal. Un soir, dans une petite ville bretonne, René Pleven monte sur scène pour défendre un budget. En face de lui, une foule excédée. Les prix montent, le rationnement dure, les logements manquent. Des militants gaullistes agitent des pancartes. Assez de la combine! Vive le général! Et, au milieu des huées, un cri fuse. Pleven, t'es avec la France libre ou avec les politiciens? Ce cri-là, c'est la blessure intime. Lui qui a risqué sa vie pour refuser l'armistice, le voilà traité comme un petit calculateur du palais Bourbon, mais il serre les dents, car il sait que si les institutions cèdent, si l'on cède à la tentation de l'homme providentiel, la France reviendra à son vieux démon, l'aventure. Pendant que la haine monte dans certaines réunions publiques, une autre menace se dessine à l'Est. La guerre froide commence réellement. 1947, Doctrine Truman, Plan Marshall. 1948, coup de Prague, prise de contrôle totale de la Tchécoslovaquie par les communistes. 1948-1949, blocus de Berlin, pont aérien, Europe au bord de la confrontation directe. Là où certains députés voient encore la politique en termes de frontières nationales, Pleven pense déjà en termes de bloc. Il comprend que l'URSS ne reculera pas, que les États-Unis s'installeront durablement en Europe de l'Ouest. La France doit choisir. Seul État vainqueur du continent à la fois affaibli, déchiré, exposée, le temps presse, ou bien elle s'arrime solidement au camp occidental, ou bien elle se dissout dans la zone grise des pays fragiles, courtisés, infiltrés. À chaque nouvelle crise gouvernementale, le compte à rebours se remet à zéro. Combien de semaines, combien de jours avant qu'une nouvelle chute ne retarde encore telle réforme fiscale, tel plan d'investissement, telle négociation internationale? Dans les couloirs sombres de l'Assemblée, les ministres passent, les silhouettes changent. Mais de plus en plus souvent, dans les moments difficiles, un homme revient dans les conversations. Pleven pourrait peut-être tenir la barre. Il parle anglais, il comprend les Américains, les Britanniques, et il n'effraie pas trop les socialistes. Avant d'arriver au sommet, il passe par un poste clé, la défense. En 1949, alors que se met en place l'OTAN, René Pleven devient ministre de la Défense nationale. Ce n'est plus le temps des résistants en gabardine, mais celui des cartes d'état-major, des plans d'alliance, des rapports secrets. Sur la puissance soviétique, dans son bureau du boulevard Saint-Germain, une grande carte de l'Europe recouvre le mur. En rouge, les pays liés à Moscou. En bleu, ceux qui s'alignent sur Washington. Au milieu, la France, charnière fragile, encore hantée par le souvenir de 1940.
Pleven sait que la moindre faiblesse militaire peut coûter très cher dans les négociations économiques. Sans armée crédible, la voix de la France pèsera peu. Mais il y a une autre carte bien plus sombre posée sur sa table, l'Indochine. Là-bas, à des milliers de kilomètres, une guerre coloniale s'enlise. Des bataillons entiers disparaissent dans la jungle. Des postes avancés tombent. Les communiqués officiels mentent à peine sur l'ampleur du désastre. Les Américains observent, inquiets mais pas encore engagés. L'URSS et la Chine, elles, regardent avec un intérêt grandissant ce bourbier où s'épuisent des soldats français déjà meurtris par 2 guerres mondiales. Pour Pleven, chaque décision est un dilemme. Faut-il consacrer des crédits à la modernisation de l'armée en Europe ou envoyer toujours plus de moyens en Indochine, au risque de saigner le budget? Faut-il écouter les militaires qui promettent toujours une victoire prochaine ou les économistes qui affirment que cette guerre est un gouffre sans fond? Dans une réunion houleuse, un général, la voix chargée de colère, lui lance « Monsieur le ministre, si nous lâchons là-bas, nous perdrons toute crédibilité ici. » Pleven, fatigué, répond « Général, si nous perdons notre économie ici, nous n'aurons plus de troupes nulle part. » Encore une fois, il se retrouve entre 2 feux, entre logique militaire et logique financière, entre orgueil national et froide arithmétique. Pendant ce temps, De Gaulle, retiré à Colombey les 2 églises, nourrit son propre récit. Le RPF continue de grignoter des villes, des mairies, des conseillers généraux. Dans les campagnes, les affiches au profil sévère du général rappellent à tous qu'une autre solution existe, prête à bondir si la Ive République s'enfonce trop dans le chaos. Chaque crise ministérielle est, pour lui, un argument supplémentaire. Voyez, le régime des partis est ingouvernable. Sans moi, c'est la confusion éternelle. Côté gouvernemental, la peur grandit. Et si, lors des prochaines élections, le RPF balaie tout? Et si la France bascule, non pas dans la dictature, mais dans une forme de démocratie plébiscitaire, à la merci d'un seul homme? Pour contrer cette menace, une coalition improbable se met en place. La troisième force. Socialistes, radicaux, centristes, UDSR. Ils ne s'aiment pas, ils ne se comprennent pas toujours, mais ils ont un ennemi commun. Les communistes d'un côté, les gaullistes de l'autre. Dans ce jeu d'équilibriste, Pleven devient peu à peu l'un des chefs d'orchestre. Il connaît les susceptibilités de chacun, les lignes rouges des socialistes, les obsessions des radicaux, les prudences du MRP démocrate, chrétien. Son talent n'est pas de soulever des foules, mais de faire signer des hommes qui se détestent sur un même texte. Il est le technicien des compromis impossibles. L'année 1950 s'ouvre sur une impression de vertige. En Asie, la guerre de Corée éclate, signal brutal que la guerre froide peut devenir brûlante à tout moment. À Washington, on regarde désormais l'Europe non plus seulement comme un chantier économique, mais comme un front militaire à consolider. La pression sur la France augmente. Il faut participer davantage à la défense de l'Occident, envoyer des troupes, contribuer à l'effort commun. Mais comment, avec une opinion publique épuisée, une armée saignée par l'Indochine, un budget déjà à la limite de la rupture? Dans les couloirs du pouvoir, une question hante les conversations. Qui peut encore tenir ce pays au bord de l'épuisement, sans tout faire exploser? Les figures connues, Bidault, Queuille, Mayer, ont déjà servi, usés par des mois de manœuvres parlementaires. L'Assemblée hésite, se déchire, rejette candidat après candidat pour la présidence du Conseil. Et puis un soir, le téléphone sonne chez René Pleven. Il n'est pas tard, mais la fatigue pèse sur ses épaules. Au bout du fil, une voix neutre presque administrative. « Monsieur Pleven, le président de la République souhaiterait vous voir. Immédiatement. » Il traverse Paris, les rues encore noires, les réverbères dessinant des halos jaunes sur les pavés mouillés. Dans le bureau du président, l'air est lourd de fumée. Quelques hommes sont là, silencieux, les visages fermés. On lui explique la situation. Les candidatures se succèdent et échouent. La crise politique menace de se transformer en crise de régime. Si un gouvernement n'est pas constitué très vite, ce sera la dissolution, de nouvelles élections. Et l'occasion rêvée pour le RPF de Gaulle de tout rafler. Alors la phrase tombe, sèche, sans pathos. « Monsieur Pleven, nous pensons que vous êtes l'un des rares à pouvoir rassembler une majorité. Acceptez-vous de tenter de former un gouvernement ?» Il a, une fois de plus, moins de 24 heures.
24 heures pour convaincre des partis qui ne se font pas confiance, pour promettre des portefeuilles sans se ruiner en concessions. Pour dessiner une équipe capable de gouverner un pays au bord de l'asphyxie, s'il échoue, le récit de Gaulle triomphera. Les partis sont incapables de se gouverner, le pays a besoin d'un sauveur. Dans la voiture qui le ramène chez lui, René Pleven regarde défiler les façades sombres. Il pense à cette autre nuit, 10 ans plus tôt, où il a dû décider en quelques heures s'il partirait pour l'Angleterre ou s'il resterait dans la France de l'armistice. Une fois encore, tout se joue dans un laps de temps minuscule, écrasé entre deux gouffres. Accepter, c'est entrer dans une arène où il risque de tout perdre. Sa crédibilité, son parti, son influence, en quelques mois de gouvernement brisé. Refuser, c'est laisser la place à plus aventureux, à plus démagogue, ou à l'effondrement pur et simple de ce qu'il a contribué à bâtir depuis Londres. Il accepte. Commence alors une course contre la montre. Le téléphone n'arrête plus de sonner, il faut appeler les socialistes, les convaincre qu'ils auront leur mot à dire sur la politique sociale, rassurer les radicaux. La laïcité ne sera pas sacrifiée. Apaiser le MRP. La construction européenne et l'Alliance atlantique resteront des priorités. Promettre aux uns le ministère des Finances, aux autres l'Intérieur, à d'autres encore l'agriculture ou l'éducation. Chaque poste mal attribué peut faire tomber tout l'édifice. Les heures filent. Au petit matin, les traits tirés, la voix râpeuse, il a une première liste. Elle ne plaît à personne. Donc, paradoxalement, elle est peut-être acceptable par tous. Pleven sait qu'un bon gouvernement de 4e République, ce n'est pas celui qui enthousiasme, c'est celui qui mécontente chacun juste. Ce qu'il faut, mais pas trop. Le jour du vote de confiance, l'hémicycle est électrique. Les gaullistes du RPF observent, croisant les bras, presque certains que la tentative va échouer. Les communistes, eux, attendent la chute pour dénoncer une énième manœuvre de la bourgeoisie. Les centristes chuchotent, les socialistes hésitent, les radicaux marchandent jusqu'à la dernière minute dans les couloirs. Lorsque le président de séance annonce le résultat, le silence tombe une seconde, comme si le Parlement retenait son souffle. René Pleven est investi président du Conseil, à quelques voix près. Au même instant, dans son village de Colombey, on imagine sans peine de Gaulle, apprenant la nouvelle par un conseiller. Pleven ? Ce nom-là, celui du compagnon passé dans le camp des politiciens, doit avoir un goût amer. Car, symboliquement, c'est un affront. Ce n'est pas le héros appelé à sauver la France qui prend les rênes, mais le technicien des Isome Sanbeye. Réseau, l'homme des compromis, l'ennemi déclaré du pouvoir solitaire. Dans la cour de l'hôtel Matignon, les caméras cadrent ce nouveau chef de gouvernement à la silhouette sobre, au regard pâle, concentré. Les flashs crépitent, les questions pleuvent. Monsieur le président du Conseil, comment arrêter la hausse des prix ? Que ferez-vous en Indochine? La France s'engagera-t-elle davantage en Europe? Il répond prudemment, sans phrase historique, sans coup d'éclat. Ce que les journalistes ne voient pas encore, ce que la plupart des députés eux-mêmes n'ont pas compris, c'est qu'il porte déjà, dans une chemise cartonnée soigneusement rangée, une idée qui va le propulser au cœur des enjeux européens, une idée folle, risquée, presque suicidaire politiquement, proposer de lier si étroitement la défense de la France à celle de ses voisins qu'aucun d'eux ne pourra plus faire la guerre sans les autres. Au moment où les portes de Matignon se referment derrière lui, René Pleven sait qu'il n'aura pas le temps. Pas le temps de gouverner comme un chef installé pour des années, pas le temps de préparer un grand œuvre lent. La 4e République use ses chefs de gouvernement à la chaîne, les broie, les remplace, alors il se fixe un autre compte à rebours, quelques mois, peut-être un an, pour tenter quelque chose d'inédit, avant que les crises, les guerres lointaines, les haines intérieures et la pression implacable de son éternel rival, Charles de Gaulle, ne viennent une fois encore tout renverser. Le soir même de son investiture, alors que les journalistes ont quitté Matignon et que les couloirs se vident, René Pleven s'assoit à son bureau, épuisé. Devant lui, cette chemise cartonnée qu'il traîne depuis des mois, presque en secret. Sur la couverture, quelques mots griffonnés. Projet Armée européenne. Il l'ouvre. Et soudain, la rumeur de la journée, les applaudissements tièdes de l'Assemblée, les félicitations polies, tout disparaît.
Ce qui reste, c'est cette idée insensée qu'il n'a plus le droit de repousser, lier à ce point le destin militaire de la France à celui de l'Allemagne, de l'Italie, du Benelux, que plus jamais l'Europe ne puisse se suicider comme en 1914, comme en 1939. Le paradoxe est vertigineux. Cet homme discret, issu d'une Bretagne rurale, ancien avocat d'affaires devenu technicien de l'économie, s'apprête à proposer l'un des projets les plus audacieux de l'histoire française du XXe siècle. Et il doit le faire vite, très vite. Car le compte à rebours a pris une tournure nouvelle. Depuis juin 1950, la guerre de Corée enflamme l'Asie. À des milliers de kilomètres, des chars soviétiques et américains s'affrontent par intermédiaires interposés. La Troisième Guerre mondiale n'est plus une peur abstraite, mais une possibilité calculée dans les états-majors. À Washington, la question fuse. Qui va défendre l'Europe si demain l'armée rouge décide d'avancer? Les Américains ont leur réponse. Il faut réarmer l'Allemagne de l'Ouest, l'intégrer à la défense occidentale. Pour la France, c'est un cauchemar. Moins de 10 ans après l'occupation, imaginer de nouveau des soldats allemands en uniforme circulant en Europe, c'est raviver des millions de souvenirs de bottes dans les rues, de rafles, de dénonciations. Pleven regarde la grande carte de l'Europe accrochée au mur, la RFA, en gris, au centre. Si elle redevient une puissance militaire autonome, la France sera condamnée à vivre en permanence dans son ombre, entre inquiétude et dépendance. S'il faut malgré tout l'armer, alors autant enfermer cette force dans une cage collective. C'est là que naît son intuition. Une armée européenne intégrée, avec des unités allemandes, oui, mais sous commandement supranational. Pour beaucoup, c'est de la folie pure. Mais pour lui, c'est une équation. Refuser le réarmement allemand, c'est perdre la confiance des Américains, risquer qu'ils concentrent leurs forces ailleurs, laisser l'Europe occidentale nue. L'accepter sans condition, c'est s'exposer à un nouveau 1940. Alors il trace une troisième voie, étroite, bancale, dangereuse, celle qui portera son nom, même s'il n'a jamais voulu en faire un étendard personnel. Le plan Pleven. Les semaines suivantes sont un tourbillon, réunions interminables à Matignon, rendez-vous secrets avec les diplomates, aller-retour avec le ministère des Affaires étrangères, consultations fiévreuses avec les chefs militaires. Dans la fumée des cigarettes et des pipes, les arguments volent. On ne peut pas confier notre défense à un machin supranational. Sans cela, les Américains imposeront le réarmement allemand à leurs conditions. Sans nous. Pleven écoute, note, tranche. Il sait que ce projet sera attaqué de tous côtés. Par les communistes, qui y verront une manœuvre de l'OTAN, par les nationalistes, qui hurleront à la trahison de la souveraineté, et, au-dessus de tous, comme une ombre géante, par Charles de Gaulle. De Colombey, le général observe. Dans ses mémoires et ses discours, il martèle la même idée. L'Europe, oui, mais une Europe des nations, dirigée par des États, souverains, et surtout pas par une autorité supranationale capable de limiter le pouvoir de la France. Là où Pleven voit un filet de sécurité commun, de Gaulle ne voit qu'une camisole. Le 24 octobre 1950, dans l'hémicycle, René Pleven se lève. Devant lui, les députés bruissement comme une mer agitée. Il sait que ce qu'il s'apprête à dire peut définir sa carrière, ou la briser nette. Sa voix est posée, son style sans grandiloquence, mais chaque mot ajoute une brique à une architecture nouvelle, une communauté européenne de défense, où les soldats des 6 pays fondateurs seraient intégrés dans des unités communes, dotées d'un budget, d'un état-major et d'un ministre de la Défense européen. À mesure qu'il déroule son plan, certains visages se ferment. À l'extrême gauche, les communistes fulminent. Une armée atlantique maquillée en projet européen. À droite, autour des gaullistes, les mâchoires se crispent. Une armée française dissoute dans un magma technocratique. Pourtant, au centre, chez les partisans de la construction européenne, une lueur apparaît. Et si, pour une fois, la France prenait la tête non pas d'une croisade solitaire, mais d'un projet collectif, structurant, durable? Et si, en enfermant l'Allemagne dans une armée commune, on la rendait incapable de redevenir un danger? Ce jour-là, il n'y a pas d'ovation. Il n'y a pas de moment de gloire facile. Il n'y a que des calculs qui commencent, des doutes, des consultations. Mais le plan est lancé. Et très vite, il devient plus qu'une idée française. Il devient un enjeu européen, un test pour l'avenir du continent.
Pendant ce temps, le quotidien de Pleven, chef de gouvernement, tient du supplice. L'inflation explose, les prix grimpent plus vite que les salaires. Dans les usines, dans les mines, la colère monte. Les affiches du RPF tapissent encore les murs des villes. À bas le régime des partis. À chaque grève, à chaque émeute, les gaullistes répètent la même antienne. Cette république bavarde est incapable de gouverner. À Matignon, les nuits sont courtes. Pleven enchaîne les arbitrages, blocage des prix, tentative de maîtrise des salaires, prêts internationaux, nouvel appel aux Américains. On lui reproche d'être l'homme de Washington. En secret, il sait qu'il n'a pas le luxe de se vexer. Sans les dollars du plan Marshall, sans la confiance des investisseurs, sans les crédits pour soutenir la guerre en Indochine, tout s'écroule. Ah, l'Indochine! Chaque matin apporte son lot de télégrammes. Embuscades, postes attaqués, unités décimées dans la jungle. Les communiqués officiels parlent de succès locaux, de positions tenues, mais les rapports qui remontent sur son bureau disent tout le contraire. Le corps expéditionnaire français se bat loin de chez lui, pour une cause de plus en plus contestée, face à un adversaire soutenu par la Chine et indirectement par Moscou. René Pleven, l'ancien ministre de la Défense, sait mieux que quiconque le gouffre budgétaire que représente cette guerre. Il signe des crédits, encore, en se demandant combien de temps le pays acceptera de payer pour un conflit que la majorité des Français ne comprend pas vraiment. Dans certains conseils de cabinet, une question taboue surgit, à mi-voix. Et si nous acceptions de négocier? À chaque fois, un silence choqué suit, puis un général, un ministre colonial s'indigne. Abandonner là-bas, c'est avouer que nous ne sommes plus une grande puissance. Et au-dessus de tout cela, comme une épée suspendue, l'image de Gaulle, constamment mobilisé par ses partisans. Avec lui, on ne reculerait pas. Avec lui, on ne se coucherait pas devant les Américains, ni devant les indépendantistes. Pour Pleven, cette comparaison implicite, permanente, est un poison. Lui sait que le courage, parfois, ce n'est pas de dire non à tout, mais de choisir quelques oui très coûteux. Au début de 1951, les tensions deviennent intenables. Les socialistes s'impatientent, les radicaux exigent de nouvelles concessions. Certains de ses propres alliés prennent leur distance. La machine à broyer les gouvernements, cette spécialité de la 4e République, se remet en marche. Une combinaison, un vote, une nuance de plus, et son premier cabinet tombe en mars 1951. Pour beaucoup, c'est la fin logique d'un technicien qui aura cru pouvoir dompter le cyclone. Mais, contre toute attente, l'histoire lui donne une deuxième chance. L'été suivant, après de nouvelles crises, après des tentatives avortées, l'Assemblée revient vers lui. Une fois de plus, il faut quelqu'un qui ne fasse pas peur aux socialistes, qui rassure le centre, qui parle anglais aux Américains, qui garde une ligne dure contre les communistes. Une fois de plus, on se tourne vers René Pleven, août 1951. Il redevient président du Conseil, mais ce n'est déjà plus tout à fait le même homme. La première expérience l'a marqué. Il sait que le temps joue contre lui, que chaque gouvernement n'a que quelques mois avant de s'effriter. Cette fois, il veut aller plus vite sur ce qu'il considère comme essentiel. L'Europe, la défense, la stabilisation économique. À Bruxelles, à La Haye, à Bonn, les négociations sur la communauté européenne de défense avancent. Autour des tables ovales, les délégations palabrent. Comment intégrer les troupes? Quel uniforme? Quelle langue de commandement? Qui paie quoi? Et, surtout, qui décide in fine? Pleven, lui, ne se perd pas dans ces détails, même s'il sait qu'un uniforme mal choisi peut faire échouer un traité. Ce qui l'obsède, c'est la ligne d'horizon. Si la CED voit le jour, la France aura inventé un outil inédit, un fusible entre elle et l'Allemagne, une structure qui rendra plus difficiles les aventures solitaires. Washington, Londres, observent et pressant. Décidez-vous, disent-ils en substance, ou bien nous trouverons d'autres solutions avec la RFA. Dans ce second gouvernement, les crises intérieures ne s'arrêtent pas pour autant. Les gaullistes continuent de le pilonner dans l'hémicycle et dans la rue. Les communistes organisent des manifestations contre l'armée européenne des trusts, dénoncent la guerre en Indochine, exigent la paix immédiate. Pleven se retrouve acculé au centre, attaqué par les deux extrêmes, obligé de tenir une ligne de crête de plus en plus étroite. Un soir d'hiver, après une séance particulièrement violente à l'Assemblée,
Il regagne Matignon à pied, malgré le froid. Sur les grilles, des affiches déchirées montrent encore le visage du général, ses slogans contre le régime des partis. Dans la nuit humide, il a cette pensée amère. Nous avons gagné la guerre avec lui et nous sommes en train de perdre la paix contre lui. En janvier 1952, son deuxième gouvernement tombe à son tour. La raison officielle, des désaccords budgétaires, des querelles sur la fiscalité, la pression des lobbies agricoles, industriels, la vérité plus profonde, la fatigue générale, la lassitude devant ce chef de gouvernement incapable de miracles, prisonnier d'équations impossibles. À la radio, certains commentateurs résument d'une phrase cruelle: Pleven, l'homme des compromis, a fini par être compromis avec tout le monde. La chute pourrait marquer sa sortie définitive du premier plan. Mais son projet, lui, continue de vivre. Les négociations sur la communauté européenne de défense vont aboutir à un traité signé en 1952 et, même s'il n'est plus président du Conseil, René Pleven reste étroitement associé, comme ministre d'État ou comme figure centrale de l'UDSR, à ce qui s'apparente à une course d'obstacles permanente vers la ratification. Entre-temps, l'Indochine s'enfonce dans la tragédie. Les batailles se succèdent, plus sanglantes les unes que les autres. Le pays commence à entendre des noms lointains, Ngialo, Nassan, Hoa Binh, qui évoquent des positions tenues au prix de centaines de morts, puis abandonnées quelques mois plus tard. Dans les hôpitaux militaires de métropole, des rangées de jeunes hommes reviennent mutilés d'une guerre sans visage pour eux. Dans ce climat de lassitude et de doute, la CED devient un symbole inquiétant. Pour ses adversaires, c'est le signe que la France accepte de diluer ce qui lui reste de puissance dans un ensemble flou, dirigé on ne sait trop par qui. Pour Pleven, c'est précisément l'inverse. La seule manière de transformer une faiblesse nationale en force collective, là où la rivalité avec De Gaulle atteint un paroxysme, c'est dans cette bataille-là. Le général, du haut de son retrait volontaire, multiplie les prises de parole contre la CED. Il dénonce un abandon des moyens essentiels de notre indépendance, une subordination à l'étranger. Ses adjoints répètent ces arguments dans l'hémicycle, sur les estrades, dans les comités RPF. Il martèle que seule une armée strictement nationale, commandée par un État fort, peut garantir la sécurité du pays. Pleven observe ce déferlement avec une colère contenue. Il sait pourtant qu'au fond de lui, De Gaulle ne partage pas toutes les peurs de ses lieutenants. Le général pense en termes de grandeur, de rôle singulier de la France dans le monde. Lui pense en termes de mécanismes, de filets de sécurité, de solidarité tissée, parfois au prix de concessions humiliantes. Entre eux, le conflit n'est plus simplement politique, il devient presque philosophique. Qu'est-ce qui sauvera la France? Un homme providentiel ou une toile de partenariat complexe? Un État vertical, incarné par un chef, ou un réseau horizontal de liens, au prix d'une souveraineté moins spectaculaire? À mesure que les années avancent, la question se précise, s'incarne dans des échéances concrètes, car la CED, signée, doit encore être ratifiée par les parlements nationaux. Les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, la RFA avancent. À Paris, le temps s'allonge, la décision recule. Chaque mois de retard affaiblit un peu plus la crédibilité du projet. Les Américains, de leur côté, s'impatientent. Eux ne parlent pas de philosophie politique. Ils parlent de division, de tanks, de bombardiers. Pour eux, chaque unité allemande non intégrée dans une structure occidentale commune est une faille dans le rempart contre Moscou. Dans les couloirs de l'OTAN, dans les salons de l'ambassade des États-Unis à Paris, le nom de Pleven revient souvent. C'est son plan. Qu'attend la France pour l'assumer jusqu'au bout? Et puis survient un autre choc à des milliers de kilomètres qui va bouleverser le rapport de force, bien fut. En 1953, alors qu'il n'est plus aux affaires directes, René Pleven suit néanmoins chaque étape de cette bataille décisive, annoncée par le haut commandement, une cuvette perdue dans les montagnes du Tonkin, transformée en forteresse censée saigner les forces du Viet Minh. On promet, encore une fois, que c'est l'ultime effort avant un règlement. Le 7 mai 1954, la base tombe. Les images de prisonniers en colonne, épuisés, hagards, font le tour du monde. Des milliers de soldats français sont capturés. Beaucoup ne reviendront jamais. Pour l'opinion, c'est un électrochoc. Non seulement la guerre n'a pas été gagnée, mais elle s'est terminée sur une défaite humiliante.
L'une des plus dures depuis 1860, dans ce climat de traumatisme, l'idée même de s'engager plus avant dans des structures militaires internationales devient encore plus suspecte pour une partie de la classe politique. Nous avons déjà assez donné, disent certains députés, ce n'est pas pour maintenant livrer nos dernières prérogatives à un organisme européen. Les communistes flairent l'occasion de mettre la CED à mort. Les gaullistes aussi. Et voici le twist cruel. Les deux adversaires idéologiques que tout oppose se retrouvent, pour la première fois, objectivement alliés contre le plan Pleven. Lui, de son côté, tente encore de sauver ce qui peut l'être. Il plaide, argumente, multiplie les entretiens, tente de convaincre que la défaite en Indochine rend au contraire plus nécessaire un ancrage européen fort pour compenser la perte de prestige colonial par un gain de leadership continental. Mais l'atmosphère n'est plus à la vision à long terme. Elle est au repli, au ressentiment, au désir de reprendre le contrôle, au moins symboliquement. Le 30 août 1954, la bataille arrive à son terme. Ce n'est pas sur un champ de bataille d'Asie, ni dans un sommet international, c'est dans l'Assemblée nationale, sous les dorures, les fresques, les lampes brûlantes. À la tribune, on parle de patrie, de souveraineté, de sang versé. Les adversaires de la CED jouent sur toutes les cordes sensibles. La mémoire de 1940, la fierté nationale, la peur de la dilution. Dans les tribunes, René Pleven assiste au débat. Comme un spectateur engagé, il n'est pas à la tribune ce jour-là, mais tout le monde sait que c'est son œuvre qui est en train d'être jugée. Et, pire encore, que ceux qui s'apprêtent à l'enterrer sont parfois d'anciens compagnons de la résistance, des hommes qui, comme lui, ont risqué leur vie pour que la France reste dans le camp de la liberté. Le vote, finalement, ne porte même pas directement sur le traité. La majorité refuse l'examen préalable du texte. C'est une manière élégante, presque lâche, de l'enterrer sans avoir à dire explicitement non. Mais le résultat est le même, la CED est morte. Lorsque le président de séance annonce le rejet, un brouhaha envahit l'hémicycle. Communistes et gaullistes savourent une victoire tactique éclatante. Les partisans de l'Europe supranationale sont KO. Dans les couloirs, certains murmurent « C'est aussi le procès de cette 4e République incapable de se décider ». Pour René Pleven, c'est un coup au cœur. Pendant des années, il a investi son énergie, son crédit, ses relations. Dans ce projet, il y voyait le moyen de conjurer les démons du passé, de tenir tête à la fois à Moscou et à Washington sans posture héroïque, mais avec une véritable architecture politique. En une après-midi de débat, tout est balayé. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il ne fait pas de discours. Il ne cherche pas les caméras. Il s'enferme simplement dans son bureau, comme 10 ans plus tôt, mais cette fois devant une autre forme de ruine, celle d'un projet qui devait empêcher à jamais le retour des guerres européennes et que ses propres compatriotes ont refusé d'endosser. Dans ce silence, une question terrifiante s'impose. Et si c'était de Gaulle qui avait eu raison? Et si cette république de compromis, d'alliances fragiles et de construction supranationale était au fond incapable de porter la France au niveau où elle prétend vouloir rester? La réponse n'est pas pour tout de suite. Elle viendra plus tard, en 1958, dans un autre moment de crise, avec un autre compte à rebours, cette fois en Algérie. Ce sera la revanche du général, le retour de l'homme providentiel. Mais, pour l'instant, en cette fin d'été 1954, ce qui reste pour René Pleven, c'est une étrange impression de vide. Il a tout misé, sur la raison, sur les réseaux, sur la construction lente. Son rival, lui, a misé sur la fidélité à une idée simple. La souveraineté ne se partage pas. Et, ce jour-là, c'est cette idée-là que la France a choisie. Pourtant, au fond de lui, Pleven pressent que tout n'est pas perdu. Car même enterré, une graine peut germer plus tard. Les structures qu'il a esquissées, les réflexes de coopération, les rencontres entre officiers, diplomates, parlementaires de 6 pays ne disparaîtront pas avec un vote, elles se transformeront, se recycleront, nourriront, des années plus tard, d'autres projets européens. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'heure du bilan. C'est l'heure de l'usure, de la mise à l'écart progressive, du glissement hors de la première ligne. La 14e République continue son ballet chaotique de gouvernements éphémères. Pleven, lui, va encore occuper des fonctions ministérielles, peser sur des décisions, influer sur la justice, les finances.
Mais la grande bataille, celle où il aura tenté de changer le cours de l'histoire européenne, vient de se terminer. Et dans l'ombre qui se referme sur cette tentative brisée, une autre question commence déjà à s'imposer. Qu'adviendra-t-il des années? Plus tard, du nom de René Pleven, sera-t-il rangé au rayon des techniciens oubliés, battus par plus charismatiques qu'eux? Ou bien l'histoire finira-t-elle par reconnaître que, dans ce fracas de guerre coloniale, de rivalité de chefs, de peur et de renoncement, il aura tenté, à sa manière, de construire un rempart invisible pour éviter à l'Europe un nouveau suicide? Ce n'est qu'au soir de sa vie, loin des projecteurs de l'Assemblée, qu'il pourra mesurer ce qui restera vraiment de ses années de pouvoir. Mais, à ce moment précis, au milieu des ruines du plan Pleven, il ne sait qu'une chose. Son éternel concurrent, Charles de Gaulle, lui, n'a pas dit son dernier mot. Et la France, épuisée par ses guerres lointaines et ses crises politiques, n'en a pas fini avec la tentation de se jeter dans les bras du seul homme qui prétend pouvoir, à lui seul, la sauver. En 1972, des étudiants marchent dans les rues de Paris, brandissant des pancartes faites à la va-vite. Non au racisme, pas de place pour la haine. Certains ont les cheveux longs, d'autres portent des blousons en cuir. Beaucoup n'ont jamais connu la guerre. À la télévision, le soir, un journaliste annonce « L'Assemblée vient d'adopter une loi historique réprimant les propos racistes. On l'appelle déjà la loi Pleven. » Dans les salons, on répète ce nom comme une nouveauté. Pour toute une génération, c'est presque un inconnu. Ils ne savent pas que cet homme qui signe aujourd'hui une loi contre la haine raciale a, 30 ans plus tôt, affronté la Gestapo, débattu d'égal à égal avec Churchill et Truman, défié de Gaulle sur l'avenir de l'Europe. Ils ignorent que derrière cette plume un peu tremblante, il y a un ancien chef de gouvernement, un artisan d'un projet d'armée européenne brisé net en 1954. Comment René Pleven est-il passé de l'arène brûlante de la 4e République à cette image de vieux législateur respectable, un peu lisse, garant des libertés publiques? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière, là où nous l'avons laissé, au milieu des ruines du plan Pleven, en 1954, en plein doute, avec une certitude terrible suspendue au-dessus de lui. Son grand rival, Charles de Gaulle, n'a pas dit son dernier mot. À partir de là, le temps se met à accélérer. La France ne sort pas de la guerre, elle y replonge, cette fois en Afrique du Nord. L'Algérie s'embrase, les attentats succèdent aux attentats, les représailles aux représailles. La 4e République, déjà vacillante, se fissure sous le poids de ce conflit sans nom, ni tout à fait guerre, ni tout à fait paix. René Pleven, redevenu ministre à plusieurs reprises, puis simple député, observe ce naufrage lent. À Paris, les gouvernements tombent comme des dominos. À Alger, des généraux murmurent que les politiciens sont des lâches. Dans les casernes, le mot « trahison » circule plus vite que les ordres. En mai 1958, la crise atteint son paroxysme. À Alger, des manifestants envahissent le gouvernorat, des militaires s'allient aux colons, un comité de salut public se proclame, un nom s'impose dans les slogans, dans les tracts, dans les conversations. De Gaulle. De Gaulle au pouvoir. À Paris, c'est la panique froide. Le président René Coty appelle les responsables politiques. Pleven fait partie de ces vétérans que l'on convoque presque par réflexe, comme on appelle un médecin de famille dans la nuit. Mais cette fois, les vieux remèdes ne suffisent plus. Le 27 mai, un coup de théâtre éclate. Pierre Pflimlin, président du Conseil depuis quelques jours à peine, annonce sa démission. Le régime est à bout de souffle. Le compte à rebours commence vraiment quand Coty lâche, dans un discours solennel, « Je fais appel au plus illustre des Français ». De Gaulle, l'homme que Pleven a tenu à distance pendant des années, celui dont il a combattu la vision d'une France retranchée dans sa souveraineté, revient comme un recours ultime. Dans les couloirs du Palais Bourbon, l'atmosphère est électrique. Les gaullistes exultent, les communistes crient au coup d'État, les centristes hésitent, les radicaux tremblent. Et les regards se tournent vers des figures comme René Pleven, à la fois résistant, ancien chef de gouvernement, homme de compromis. Vont-ils s'opposer au général et se retrouver du côté d'une 4e République honnie par l'armée et par l'opinion? Ou vont-ils accepter ce retour au risque de légitimer le triomphe de leur grand rival? Pour Pleven, la nuit qui suit est celle d'un dilemme presque moral. Sur son bureau, 2 images se superposent.
D'un côté, le visage du général, le chef de la France libre, le symbole du refus de 1940, l'homme avec qui il a partagé Londres, les messages codés, les paris clandestins. De l'autre, le de Gaulle des discours de l'après-guerre, fustigeant le régime des partis, rejetant l'Europe supranationale, dynamitant. D'un mot des années de patientes négociations, à cela s'ajoute une urgence brutale. L'armée, en Algérie, menace de marcher sur Paris si on ne donne pas les pleins pouvoirs au général. Le temps n'est plus à la théorie. Il reste quelques heures pour éviter, peut-être, une guerre civile. L'ancien président du Conseil comprend alors qu'il n'a plus le luxe du purisme. Toute sa vie politique, il a cru à la mécanique délicate des compromis, aux institutions parlementaires, aux équilibres subtils. La République qu'il a servie est en train de se consumer. Il faudra choisir De Gaulle ou le chaos. Le choix est un arrachement, mais il est net. Pleven décide de soutenir l'investiture du général. Dans l'hémicycle, il vote la confiance. Sur le papier, c'est un ralliement. Intérieurement, c'est tout autre chose, un pari. Le pari que De Gaulle, une fois la tempête apaisée, acceptera de jouer le jeu de l'Europe, de la coopération atlantique, d'un certain réalisme. Le twist cruel, c'est que, dans un premier temps, l'histoire semble lui donner tort. La veuve République naît sous le signe du pouvoir personnel, nouvelle constitution, nouveau président fort, nouveau style. Les ministres ne sont plus des barons parlementaires capables de renverser un gouvernement d'un claquement de doigts, mais des exécutants, souvent silencieux, d'une volonté venue d'en haut. Pour un artisan du débat comme Pleven, le choc est rude. Il reste député, enraciné dans sa Bretagne, à Dinan, à Saint-Brieuc, dans ces terres de granit où l'on n'oublie pas facilement ceux qui ont défendu la région pendant la guerre. Il devient ce que l'on appelle un notable. Président de conseil général, maire, médiateur infatigable entre l'État et les campagnes, entre Paris et les paysans. À chaque élection, il sillonne les routes étroites, serre des mains, écoute des doléances sur le prix du lait, des impôts, des routes à élargir. Mais dans la capitale, la lumière est ailleurs. Elle se concentre sur les visages nouveaux du gaullisme triomphant, sur ces ministres qui appliquent sans broncher la politique de leur chef, sur ces experts en télévision qui savent condenser un programme en quelques formules frappantes. Par contraste, Pleven semble appartenir à un autre âge, celui des longues séances de commission, des déjeuners de négociation, des alliances de coulisses. Pourtant, à mesure que les années 1960 avancent, un glissement discret se produit. De Gaulle, le champion intransigeant de la souveraineté nationale, signe tout de même le traité de l'Élysée avec l'Allemagne en 1963. Noue avec Konrad Adenauer une complicité qui ressemble furieusement à ce que Pleven rêvait de construire par la CED 10 ans plus tôt. Le général refuse toujours toute autorité supranationale, mais il accepte les rencontres régulières, la coopération structurée, les projets communs. Sous la surface, l'Europe avance. Pour René Pleven, c'est une ironie cinglante. Ce qu'on lui a refusé bruyamment au nom de la souveraineté, on l'accorde silencieusement à un homme dont la légende écrase tout. Le plan Pleven est mort. L'esprit Pleven, lui, continue sous d'autres noms. Dans cette France qui change vite, croissance, autoroute, grands ensembles, télévision dans les salons, une autre question monte. Peu à peu, celle du racisme. Les soldats d'hier sont devenus des travailleurs immigrés, les tirailleurs d'Afrique du Nord, des ouvriers d'usine. On ferme la page officielle de l'Algérie française, mais les blessures demeurent. Dans les cafés, on entend des phrases venimeuses. Dans certains villages, les Français musulmans sont tolérés comme une main-d'œuvre, pas comme des citoyens. René Pleven, breton de souche et ancien ministre des colonies, voit surgir des fantômes qui lui sont familiers. Ce mépris colonial qu'il a observé dans les années 1940 et 1950, cette tentation de considérer certains hommes comme des sujets, pas comme des égaux. Il sait ce que ces logiques-là produisent à long terme, des guerres, des humiliations, des bombes. Quand, à la fin des années 1960, on lui propose de reprendre un grand portefeuille ministériel, ce n'est pas celui de la défense, ni des finances, mais celui de la justice, garde des sceaux. Un costume taillé pour un homme de dossier, soucieux de l'état de droit, capable de tenir tête aux passions du moment.
Il accepte, non pas par nostalgie du pouvoir, mais parce qu'il a la conviction que c'est là, désormais, que se joue une part décisive de l'avenir du pays, dans la manière dont la République protégera ses citoyens, tous ses citoyens, contre les violences physiques, mais aussi contre les violences symboliques, celles des mots, des exclusions, des discriminations. Très vite, un projet s'impose à lui comme une évidence. Il faut une loi claire pour réprimer l'incitation à la haine raciale. Dans un pays marqué par Vichy, par les lois antisémites, par les rafles, laisser prospérer les slogans racistes serait une trahison. De tout ce pourquoi la résistance s'est battue. Autour de la table, les juristes hésitent. Certains redoutent de porter atteinte à la liberté d'expression. D'autres jugent que le problème est marginal, que quelques groupuscules d'extrême droite ne méritent pas une loi entière. Et sur les bancs de la droite la plus dure, on ricane. Encore une lubie d'humaniste, ça ne changera rien. Pleven écoute patiemment, puis il lâche, d'une voix calme qui n'a rien perdu de sa fermeté. Les mots préparent les actes. Nous savons où peut mener, en quelques années, la banalisation de la haine. Nous le savons. Eux, nos enfants, ne le savent pas encore. C'est pour eux qu'on doit légiférer, pas pour nous. Il y a, une fois encore, un compte à rebours. La session parlementaire est courte, le calendrier encombré de projets économiques, de débats sur l'emploi, de querelles politiciennes. S'il ne parvient pas à faire adopter sa loi dans les mois qui viennent, il sait que la priorité changera, qu'un remaniement peut le renvoyer à ses dossiers bretons, que le moment sera perdu. Alors, il accélère. Il rencontre les chefs de groupe, consulte les associations antiracistes, rassure les sceptiques, amende ici un article, précise là une définition. Le texte prend forme. Il fera de l'incitation à la haine raciale un délit passible de prison. Il permettra aux associations de se constituer partie civile. Il créera une barrière juridique nette contre la propagande raciste. Dans l'hémicycle, le jour du débat, l'ambiance n'a rien à voir avec celle de 1954 pour la CED. Pas de gronde venue des casernes, pas de menace de guerre civile. Et pourtant, à sa manière, ce vote-là touche à quelque chose de fondamental. Le visage que la France veut se donner dans un monde désormais post-colonial, métissé, exposé à tous les vents de la propagande. On entend des interventions indignées, on ne va tout de même pas mettre en prison des gens pour des propos. Bientôt, on ne pourra plus rien dire. Mais, face à cela, une autre musique monte, plus grave. Celle des députés qui rappellent Drancy, Oradour, les camps, ces années où la haine avait force de loi. Lorsque le texte est finalement adopté, René Pleven éprouve un soulagement mêlé de mélancolie. Pour la première fois depuis longtemps, un projet qui lui tient à cœur passe le mur du Parlement, sans exploser sous les obus croisés des extrêmes. Mais il sait aussi que, dans les journaux, dans l'histoire immédiate, ce moment restera beaucoup plus discret que les grandes batailles de la 40e République. Une loi, ce n'est pas spectaculaire. C'est une digue invisible, qui ne fait parler d'elle que lorsqu'elle cède. Par un dernier retournement de l'histoire, c'est pourtant ce texte, bien plus que le plan Pleven ou ses mois à Matignon, qui portera durablement son nom, des décennies plus tard, quand un chroniqueur sera condamné pour propos racistes ou qu'une association antiraciste se saisira d'une campagne de haine, on mentionnera encore la loi Pleven. Dans l'imaginaire collectif, il deviendra moins l'homme de l'armée européenne avortée que celui de la lutte contre le racisme. Pendant ce temps, la rivalité avec De Gaulle se déplace sur un autre terrain. En 1969, lorsque le général quitte le pouvoir après l'échec de son référendum, une France nouvelle émerge. Urbaine, consumériste, secouée par Mai 68, avide de libertés individuelles. Le mythe de l'homme providentiel recule un peu. Les institutions, elles, restent et, là encore, Pleven voit se réaliser d'une autre manière une part de ce qu'il a toujours défendu. Une république où les règles comptent plus que les humeurs d'un seul. Il n'y aura jamais de grande scène de réconciliation entre les deux hommes, pas de poignée de main théâtrale, pas de conversation filmée dans un salon officiel. Le duel s'achève comme il a commencé. À distance, par visions interposées, De Gaulle meurt en 1970, à Colombey, entouré de l'auréole de la légende. René Pleven, lui, continue sa route plus discrète, entre Paris et la Bretagne, entre bancs de l'Assemblée et marchés couverts.
Les années 1970, puis 1980, voient l'Europe se transformer. La communauté économique européenne s'élargit. Les votes au Parlement européen se multiplient. On parle d'union monétaire, d'élections, au suffrage universel direct. Pour le vieil artisan du plan Pleven, chaque nouveau traité est comme un écho lointain d'une salle de Matignon enfumée, de ces soirées où il griffonnait sur un carton. Projet, armée européenne. Parfois, à la faveur d'un colloque, d'une commémoration, on l'invite pour raconter cette époque. Il se retrouve face à des étudiants en sciences politiques qui l'interrogent sur la 4e République comme sur une curiosité exotique. Il sourit devant leurs questions naïves, puis lâche une phrase qui résume tout. « Vous trouvez que notre régime était instable ? C'est vrai, mais il avait ceci de précieux. Il obligeait à parler, à convaincre, à négocier. Une démocratie sans conflit ouvert peut devenir une démocratie sans débat. » À Dinan, où il a été longtemps maire, on le croise sur les quais, un peu voûté mais toujours vif d'esprit, saluant par leurs prénoms des pêcheurs, des commerçants, des retraités. Pour eux, il n'est pas seulement l'ancien président du Conseil, ni le ministre de la Justice, encore moins l'architecte de traités, avorté. Il est Monsieur Pleven, celui qui s'est battu pour une route, un hôpital, une école, celui qui répond encore aux lettres, écrites à la main, celui dont les mains tremblent un peu mais dont le regard reste clair. À la fin de sa vie, lorsqu'il regarde les journaux télévisés, il voit un monde que son jeune lui-même n'aurait pas reconnu, l'Union soviétique s'effondre, le mur de Berlin tombe, l'Allemagne se réunifie sans que des chars se fassent face dans une plaine européenne. Un traité de Maastricht se prépare, qui parle d'Union européenne, de monnaie unique, de politique étrangère commune. L'ironie est totale. Ce qu'il avait tenté de faire par la défense, par les armes, par un projet militaire commun, se réalise des décennies plus tard, par l'économie, par le droit, par la diplomatie. L'Europe qu'il imaginait comme un bouclier en uniforme se construit finalement comme un vaste marché, puis comme une union politique en devenir. Dans la lumière douce d'un hiver breton, quelques mois avant sa mort, on peut l'imaginer refermant un journal où il est question de cette Europe en chantier. Sur la table, à côté de ses lunettes, une photo jaunie de Londres en 1943, une autre de lui à la tribune de l'Assemblée, une coupure de presse parlant de la loi Pleven. Tout cela forme un puzzle étrange, où les pièces ne s'emboîtent pas toujours comme il l'aurait voulu, mais où une cohérence discrète apparaît, celle d'un homme qui aura passé sa vie à tenter de civiliser la force, par les traités, par les lois, par les coopérations. Certes, son nom ne résonne pas avec la puissance brute de celui de Gaulle, il n'y a pas d'aéroport Pleven, pas d'avenue nationale à son nom, pas de statue monumentale dans les capitales. Mais, dans les arcanes de la justice française, dans certains textes européens, dans les mémoires de ceux qui ont vu naître l'idée d'une Europe politique, il reste cette empreinte, celle d'un homme qui, face à la tentation permanente du geste héroïque et solitaire, a obstinément choisi la voie plus lente, moins spectaculaire, du compromis organisateur. Le 13 janvier 1993, lorsqu'il s'éteint à Paris, la nouvelle ne déclenche pas de deuil national. Quelques journaux rappellent son passé de résistant, ses 2 passages à Matignon, la loi contre le racisme qui porte son nom. À Dinan, on baisse les drapeaux, on ferme quelques boutiques pendant l'enterrement, on raconte des anecdotes, on se souvient d'un sourire, d'une phrase bienveillante. Dans l'histoire officielle, René Pleven restera longtemps un second rôle, un de ces hommes dont on dit qu'ils ont servi l'État, sans forcément savoir comment ni pourquoi, mais si l'on gratte un peu, si l'on remonte les fils, on découvre autre chose, un duel silencieux avec De Gaulle sur la définition même de la grandeur, une tentative de désamorcer les guerres futures en liant les destins plutôt qu'en les opposant, et cette conviction, chevillée au corps, que la vraie victoire pour un pays comme la France ne se mesure pas seulement au nombre de ses divisions, mais à la solidité de ses lois, à la profondeur de ses alliances, à la capacité de son peuple à ne pas céder à ses pulsions les plus sombres. Son temps imparti, lui, s'est achevé, mais le compte à rebours qu'il avait tenté de stopper, celui qui mène des haines ordinaires aux catastrophes historiques, continue de tourner. C'est là, sans doute, que se loge l'héritage le plus brûlant de René Pleven, dans cette question qu'il nous laisse, à nous, vivants,
Comme une dernière mise en garde. Qu'allons-nous faire, avec le temps qui nous reste, de ce qu'il a essayé tant bien que mal de construire?